Bon, mais bonsoir à tous ceux que je n'ai pas pu dire bonsoir de vive voix et de vrai. Euh, ce soir, c'est ma toute première conférence, donc je suis très content de vous la distribuer. J'attends encore le petit moment où, en fait, quand on va sur l'estrade et que le track il part, mais ça va partir, et je serai très heureux d'avoir vos feedbacks, puisque c'est un sujet qui me challenge et que je souhaite encore développer dans le futur. Donc le sujet aujourd'hui, donc on va parler d'agilité et de produits et le sujet donc c'est de recentrer son action sur la raison d'être et l'impact de son produit, de votre produit, donc dans vos équipes et dans vos entreprises. Alors avant de commencer, un grand merci à tous nos sponsors. Je ne sais pas s'ils ont été applaudis jusqu'alors, mais si ça n'a pas été le cas, je vous invite à le faire dès maintenant. Voilà. Et je ne sais pas non plus s'il y a des sponsors qui sont dans cette salle. Si vous pouvez peut-être vous manifester. Ok, un sponsor, deux sponsors. Ok. Et si j'ai bien compris, on se voit peut-être à l'apéro tout à l'heure. Donc, je serai à votre écoute. Alors, je vous parle de ça. Je passe aussi beaucoup de temps à la machine à café avec mes collègues. Et j'ai entendu des choses qui m'ont questionné ces dernières années. Déjà, mon Scrum Master préféré, qui se lamentait un petit peu, donc il en a marre d'être agile bâché. Comme il me dit, il a l'impression de passer pour un guignol. Je connaissais pas du tout cette expression à ce moment-là, et bon, moi je me suis posé la question, mais ok, d'accord, agile bashing, mais on impacte les choses quand on fait de l'agilité. Autre verbatim, donc sur ma dernière mission, je suis product owner, je travaille avec un product manager. On avait un gros problème, de grosses difficultés pour prioriser des activités, un incident mineur, il fallait à tout prix le traiter. Moi je propose de le déprioriser, et lui pour des raisons hiérarchiques n'a pas voulu les prioriser. Donc là aussi, ça m'a posé une question en fait de la valeur. En fait, quel est l'impact qu'on veut apporter par nos décisions. Un incident de production, effectivement, c'est très important. Est-ce le plus urgent? Et aussi les impacts qu'on va apporter par rapport au développement qu'on va faire sur notre produit. Un dernier verbatim. Donc là aussi, une de mes parties prenantes sur un de mes produits. Ça fait 1 an et demi qu'on essaye de planifier une feature. On est tous convaincus qu'elle n'apportera pas de valeur. Par contre, tous les trimestres, on y revient. On est en safe, et en fait, tous les trimestres, on veut la replanifier, et PI Planning qui s'arrête, elle n'est jamais planifiée. Et le stop ou encore ne marche pas avec tout le monde. Et enfin, ce qui m'a aussi enquiquiné cette année 2024, il paraît qu'il y a eu un pic. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu cette photo circuler. Voilà. Alors, moi, elle m'a pas trop embêté par rapport à la pierre tombale, mais moi, ce qui m'a plutôt embêté, c'est une critique un peu infructueuse de l'agilité. Et je pense que on s'est peut-être un peu déconcentré de l'agilité pour faire de l'agilité, alors qu'en fait, l'agilité va nous apporter des méthodes pour développer nos produits, développer notre impact et la valeur ajoutée qu'on apporte sur le marché. Donc mon propos aujourd'hui, vous commencez peut-être à bien le comprendre, mais c'est de remettre dans notre agilité la raison d'être et la mission de notre entreprise, qu'elle soit privée ou publique. Donc on va parler de plusieurs notions, notamment économiques. On va surtout parler de la valeur, mais ça va s'attaquer à tout type de marché. Avant de rentrer dans le détail, donc Adrien Migny, je me présente. Je suis bachelier depuis la crise de 2008. Et dès ce moment-là, j'ai voulu sauver la France et les entreprises pour sauver nos emplois et notre société. Et aujourd'hui, on a encore des challenges qui nous parlent avec ça. Et aujourd'hui, je suis responsable de produit, product owner. Donc responsable de produit, c'est une traduction pour moi de product owner. J'adore l'agilité, mais pas que. Et je suis assez convivial. Voilà. Donc je pense que ça va peut-être se ressentir. Alors, pour rentrer dans le détail, déjà quelques définitions importantes. Durant cette présentation, on va parler de valeur ajoutée. Donc la valeur ajoutée ici, ça va désigner tout ce qu'une entreprise, une organisation va apporter en plus, de manière incrémentale sur son modèle d'affaires à travers ses différentes activités.
Ensuite, on va parler de la raison d'être des entreprises. Donc, pourquoi on prend ces initiatives, pourquoi on prend ces actions. On va aussi parler de la mission. Donc, la mission, ça va désigner toutes les activités et la façon dont je desserre cette raison d'être. Et on va aussi parler de produits, donc au sens purement digital du terme. Donc, on va parler de tous les processus que nous mettons en œuvre dans un produit pour desservir cette mission et cette raison d'être. Et livrer, in fine, la valeur ajoutée attendue par nos entreprises. Et enfin, bien sûr, on va parler d'agilité. Et là, on va être assez large. Je ne vais pas me cantonner seulement à Scrum ou autre chose. Je vais parler de tous les concepts qui viennent ou qui ont alimenté l'agilité. Voilà. Alors, pourquoi recentrer votre action sur la raison d'être et l'impact de votre produit? Pour plusieurs raisons. J'ai parlé tout à l'heure d'agile bashing, mais je voudrais aussi nous sensibiliser sur le contexte que nous vivons depuis 5 ans. Depuis 5 ans et la crise de la Covid, nous sommes dans un contexte géopolitique qui s'instabilise. Donc les relations multilatérales bougent et a fortiori, ça change en fait les échanges de valeurs économiques entre les pays. Et tout ça, ça va modifier quoi? Ça va impacter directement nos business models. Donc nous, nos entreprises locales et nos produits ont une mission aussi pour stabiliser ou en tout cas sécuriser au mieux nos différents business models. Tout ça, ça va créer aussi des perspectives économiques incertaines. On a eu aussi un lot de perspectives économiques incertaines et fragiles. Rappelez-vous, suite à la crise budgétaire dans le pays, là aussi, on a eu des gros impacts budgétaires et des impacts sur nos modèles d'affaires. Donc il y a quelque chose à faire là-dessus. Et moi, ce que je trouve de plutôt bonne nouvelle en étant dans l'agilité, c'est que pour moi, ça répond justement à ces deux choses-là. Ça va répondre donc à l'instabilité et à l'incertitude. Alors le propos, c'est pas de vivre dans ces deux notions-là, d'instabilité et d'incertitude, parce que je pense qu'à force, c'est un peu fatigant, mais c'est aussi utiliser tout ce que l'agilité peut apporter pour s'adapter au marché et apporter des réponses concrètes. On va faire un peu d'histoire. Et on va se rappeler, je vais essayer de vous rappeler que l'agilité, bien qu'elle n'est pas en crise, au contraire, elle y répond et elle aurait déjà pu y répondre bien plus tôt. Donc un peu d'histoire pour rappeler quelques mouvements, grosses perturbations économiques dans nos sociétés et quelques évolutions. Donc ce qui suit la petite étoile, je suis désolé, le contraste n'est pas bon. Ça va être l'évolution organisationnelle qui a été apportée, qui a pu répondre au changement économique qui a pu avoir lieu. Fin du 19e siècle, la révolution industrielle, le taylorisme nous a apporté beaucoup d'éléments pour essayer d'être le plus efficace possible. Bon, on l'a vite balayé et je pense qu'aujourd'hui, l'Organisation scientifique du travail, donc l'OSTI, je ne suis pas sûr qu'on l'utilise très bien aujourd'hui encore. Ensuite, avec la Grande Dépression de 1929, et je me suis renseigné, ça a coïncidé avec le début du déclin des chamoiseries de Niort, donc petit big up aux chamois de Niort. Et bien le Fordisme a été une méthode, une innovation organisationnelle qui a permis aussi de répondre à ces enjeux économiques. Ensuite, après la Seconde Guerre mondiale et toute la reconstruction qui a été nécessaire, donc là on a plus, les interventions ont plus été au niveau macroéconomique, au niveau étatique, où on a dopé l'offre et la demande grâce à l'injection en masse de liquidités. Donc on connaît sûrement tous le plan Marshall. Et ensuite, durant les années 70-80, avec les différents chocs pétroliers, ce qui a pu émerger en termes d'innovation organisationnelle, donc on va retrouver le Lean et le Toyota Production System, on en a parlé juste avant sur la conférence précédente, qui a été un grand inspirateur de solutions et de méthodologies pour s'en sortir. Ensuite, et c'est là que je trouve que le manifeste agile devient intéressant, on a eu une bulle, une bulle boursière en 99-2001, qu'on appelait même la bulle Internet. On a eu d'énormes chocs sur ce secteur-là, et c'est une coïncidence, le manifeste agile a été publié en 2001, fin de la crise. Le manifeste agile, a priori, ne répond pas explicitement à cette crise-là, mais elle apporte des réponses intéressantes, je vais y venir juste après. Et là, ce que je disais tout à l'heure, donc ce qui nous attend, donc c'est l'héritage. Ah oui, pardon, j'ai oublié la crise économique de 2008 également. Donc là ont émergé les modèles de plateformisation de services.
donc Uber, Airbnb, toutes ces plateformes-là, et Amazon. Et ensuite, donc, ce qui nous attend, c'est l'héritage aussi de la crise de la Covid-19, donc où on a eu beaucoup de perturbations sur nos chaînes logistiques, et on accélère la digitalisation. Et ensuite, avec le conflit russo-ukrainien, et encore plein d'autres éléments depuis ce conflit-là, qui aujourd'hui n'ont pas encore de réponse structurante. Voilà, ça évolue encore. Alors, je reviens sur la bulle Internet et je voudrais vous faire 2 exemples d'entreprises qui ont littéralement périclité avec cette bulle Internet-là. Et quand on connaît le business model donc, de Webvan ici et de Pets.com, c'est quasiment exactement le même que celui d'Amazon aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, ils sont complètement éclatés. Les raisons principales, donc ces entreprises-là, elles ont fait des investissements massifs et rapides, parce qu'Internet était devenu très accessible. Donc on s'est fait une ruée sur les technologies digitales. Ces entreprises-là, grosso modo, elles ont voulu vendre en moins de 24 heures des produits frais dans toute l'Amérique. Et elles ont développé plusieurs dizaines de centres de logistique avec des grosses chaînes automatisées en même pas quelques mois. Résultat, leur business model, qui n'existait pas jusqu'alors, n'ont pas été éprouvés et on s'est retrouvé avec des entreprises qui sont avec même pas 50% de rendement. Donc c'est-à-dire que 1 euro investi n'apportait même pas 50 centimes. Enfin, on était en dollars à l'époque. Et qu'est-ce que prévoyait le manifeste agile qui pouvait aider ces entreprises-là peut-être à être un peu plus prédictives? Déjà, l'adaptation au changement, plus que le suivi d'un plan. Donc y aller petit à petit, ou en tout cas déjà se questionner, constater plutôt que déployer sur tout le territoire des États-Unis, déjà commencer peut-être par une région ou un État. À intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace. Donc là aussi, c'est ce que je dis, commencer par un périmètre plus restreint et ensuite adapter la solution en le mettant à l'échelle petit à petit. Et ensuite, la simplicité. En quelques mois, déployer 20 centres logistiques, c'est du jamais vu. Et pour l'info, ça a été des investissements de l'ordre de 1 ou 2 milliards de dollars. C'est très conséquent. Et à la fin, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec des emplois qui sont perdus et des entreprises qui mettent la clé sous la porte. Webvan et Pets.com, qui à l'époque étaient des leaders sur leur marché, n'existent plus. Ils sont morts avec ça. Donc déjà, ça c'est une première crise à laquelle on aurait pu répondre avec un peu plus d'agilité. Et ce que je voudrais évoquer aussi, c'est que l'agilité, comme je disais tout à l'heure, elle a tendu à développer plusieurs innovations organisationnelles. Donc je vais les rappeler ici rapidement. En termes d'organisation d'équipe, donc on parle beaucoup d'agilité à l'échelle, on connaît tous très bien Scrum, mais aussi en termes d'innovation produit et d'approche utilisateur, donc le Lean Startup, le Design Thinking, mais également les différents modèles économiques, donc avec des modèles économiques scalables, donc j'en parlais tout à l'heure pour Amazon, Airbnb, Uber, mais également les produits en tant que produits, donc par exemple Slack, qui est lui-même son propre produit. Donc on a de nouveaux modèles économiques qui sont arrivés avec agilité et qui permettent aujourd'hui de se développer plus rapidement. Ensuite, en termes d'automatisation de performance, donc avec tout ce qui tourne autour de DevOps, et qui nous permet aujourd'hui d'avoir encore plus d'impact quand on veut développer une stratégie produit. Et enfin, en termes de stratégie de marché, je prends un exemple par exemple sur le Data Driven Decision Making, qui aussi est aussi une méthodologie pour récupérer des données, utiliser des données pour mieux cibler des actions qu'on veut faire sur notre marché. Et du coup développer, faire évoluer notre produit. Donc ce que je voudrais faire aujourd'hui, avec tout ça, donc on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus concret, c'est qu'on développe une approche pour développer la valeur ajoutée de votre produit, votre action et votre entreprise. J'ai commencé à expérimenter 5 axes à développer pour créer de la valeur et on va les regarder ensemble. Tout ça, ça sera basé autour de mon expérience de product owner, principalement, et avec pas mal de recherches, notamment. Voilà. Donc, le premier axe, comprendre la valeur qu'on crée, l'impact que notre produit, notre écosystème apporte.
Deuxième axe, la collaboration. Donc le jaune dans cette salle, ça va pas. Très bien. Donc c'est collaborer. Donc là aussi, je vais essayer d'expliquer comment collaborer pour améliorer l'impact qu'on peut avoir avec notre produit sur notre marché. Mesurer, donc on parle beaucoup de mesures, et il serait important ici aussi de mesurer les différents impacts qu'on peut avoir. Et quatrième axe, la culture et le leadership, que je considère aussi très important pour développer nos produits et améliorer notre valeur ajoutée. Et enfin, les processus, il est important de prendre connaissance et de mettre en place un certain nombre de process pour progresser et développer nos entreprises. Alors, premier axe, la compréhension de la valeur ajoutée. Donc, il faut se mettre dans un contexte. Donc, oui, voilà, c'est bon, je ne voyais pas très bien ici. Donc, imaginez bien, donc j'arrive sur un projet, j'hérite d'un backlog, je commence à demander quelques informations sur des user stories. On m'explique, on me demande de ne pas la comprendre parce que c'est juste du développement. Donc déjà, moi j'ai un premier signe faible, il y a quelque chose qui me dépasse. Effectivement, une US, si elle est dans un backlog, on va la développer, mais ce n'est pas que du développement. Dans cette même équipe, en 3 mois d'intervalle, on a eu 2 livraisons très importantes, majeures, c'était uniquement pour ça qu'on nous embauchait. Elles ont été annulées, tout simplement. On n'était pas du tout au rendez-vous fonctionnel et le produit ne fonctionnait pas. Et ensuite, il y avait un stress très important dans l'équipe à faire évoluer son produit. Il y avait très peu de confiance. Pourquoi on en est arrivé là? Donc déjà, un syndrome du héros. Dans cette équipe-là, il y avait très peu de personnes, 1-2 personnes qui monopolisaient énormément de connaissances. Donc c'était pas forcément leur volonté, mais du coup, il y avait très peu de partage. Donc l'expertise de l'équipe était faible. Et ensuite, il y avait aussi un manque de conception. Donc du fait de ce syndrome de héros, la conception des différentes évolutions manquait à être exhaustive et on se trouvait du coup avec beaucoup de problèmes. Alors quel levier d'action on a pu mettre en place dans ces contextes-là? Déjà une première chose assez simple, donc lors de la keynote tout à l'heure on a parlé de Canva en termes de stratégie. Nous aussi, on a fait un modèle de description du backlog, sur tous nos items du backlog. Et on a posé toutes les questions à se poser pour décrire un item du backlog et s'assurer qu'il apporte vraiment de l'impact. Donc déjà, avec ça, on a commencé à concevoir nos solutions pour répondre à nos problèmes de manière à ce qu'il y ait de l'impact. C'est l'impact qui guide toute la conception. Ensuite, d'un point de vue méthodologique, et de co-conception, on a introduit la notion des tres amigos. Donc les tres amigos, c'est le testeur, le développeur et le fonctionnel. Ça peut être un peu plus large aussi. On peut avoir un designer, on peut aussi avoir un métier, ça dépend ce qu'on veut cadrer et à quel niveau. Donc là aussi, on a pu monter en compétence d'un point de vue technique et aussi d'un point de vue fonctionnel. Donc là, on a commencé à développer un petit peu d'expertise produit. Et ensuite, on a appliqué, parce qu'on est assez joueur, le test and learn. Donc en termes de test and learn, on est parti sur des hypothèses pour résoudre des problématiques. On les a testées, donc des environnements de pré-prod, mais aussi on a mis des conditions pour qu'on puisse s'assurer que cette solution-là fonctionne en production. Et on apprend du produit, on fait évoluer la solution jusqu'à ce que le problème qu'on veut résoudre soit définitivement résolu. Donc voilà, donc ici, grâce à la compréhension de l'impact de notre produit, on a réussi à engendrer un peu plus de valeur ajoutée sur notre entreprise et on a réussi à répondre aux promesses de notre produit. Ensuite, en termes de collaboration, donc là aussi dans un autre contexte. Donc nous sommes 2 équipes produits, pas totalement dépendantes, mais sur certains aspects, oui. On a des cycles d'itération qui sont très différents. Donc on va avoir une équipe qui va avoir des sprints de 2 semaines, une autre de 3 semaines. Par contre, on va avoir un time to market qui va être très très long sur la deuxième équipe. On va aller de 2 à 6 mois et en plus de ça, notre definition of done n'est pas du tout alignée. Donc nous, c'est tester, qualifier en fin de sprint. Eux, à la fin de sprint, c'est développer et ensuite, les tests peuvent prendre encore plus de temps. Ils ne sont pas forcément même pas planifiés au prochain sprint. Et ça peut arriver, hein, c'est pas du tout un critique. Et ensuite, on avait un autre passif. Entre ces 2 équipes-là, il y avait quelques griefs et aussi une certaine inflexibilité. Pourquoi on en est arrivé là? C'était purement humain. Des enjeux de carrière
qui se sont affrontés au moment de créer ces deux équipes, et du coup une concurrence aussi entre deux produits. On avait bien sûr deux flux de valeurs différents, mais on était dépendant quand même sur notre interopérabilité. Donc grosso modo, une équipe permet à un utilisateur de transmettre des documents à l'entreprise, et une autre équipe met à disposition ces documents à d'autres acteurs de l'entreprise. Donc on est dépendants les uns des autres. Et donc les leviers d'action qui ont été mis en place, déjà quelque chose d'assez simple. Il suffit de se parler. On a mis en place des instances de synchronisation et de communication. Déjà, quand on commence à se parler, il y a des premières frictions au départ, mais on est obligé de passer par là. Et là, premier gain, nos roadmaps ont commencé à s'aligner. Alors bien sûr, dans mon équipe, on avait des roadmaps, on a été très réactifs. Toutes les 4 semaines, ça changeait. Mais bon, au moins on savait comment prendre son mal en patience. Ensuite, on a dû faire preuve quand même d'adaptabilité. Nous avions des processus complètement différents, beaucoup différents sur nos processus. Et là aussi, ça nous a permis de mieux maîtriser cette adhérence. Déjà de comprendre pourquoi eux fonctionnent comme ça, et aussi que eux comprennent quels sont nos enjeux d'un point de vue organisationnel. Ensuite, nous avons mis en place quelques sessions de partage de connaissances. Et ça aussi, ça a eu des effets très positifs. En termes de résolution de problèmes, on est passé de une équipe qui accuse une autre à une équipe qui prévient une autre. On a vu un problème, ça vient de chez nous, on travaille ensemble. On commence à faire un peu de co-construction sur des sujets, ça va venir et j'y crois. Voilà, donc on commence à avoir des objectifs communs et on commence surtout à les traiter ensemble. Et ça, c'est vachement important. Surtout pour une entreprise, quand on a deux équipes qui peuvent répondre au même objectif, si on a des vents contraires, il y a de fortes chances que cet objectif-là soit mal désigné. Ensuite, en termes de mesure de l'impact de notre produit, donc là on est dans un contexte, on a un produit qui est très utilisé, 200 000 usages par jour, donc au pic de son utilisation, c'est très conséquent, et à 30% de développement du produit, donc un produit qui en plus de ça est légal et obligatoire, on se retrouve avec quasiment 1% des usages qui rencontrent un problème. Donc je vous laisse imaginer le nombre d'incidents qu'on a reçus chaque jour pendant quelques semaines. Ça a été très 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 compliqué. Pourquoi on en est arrivé là? Donc déjà, plusieurs décisions qui ont été prises. Donc le bench et les tests de performance du produit ont été décrétés inutiles. L'architecture initiale semblait répondre à une inutilité du bench. On a aussi eu des difficultés à avoir des objectifs mesurables de la part de nos différentes parties prenantes. Donc ça aussi, ça nous mettait beaucoup dans le flou quand même pour prendre des décisions et concevoir les solutions qui allaient bien. Et également, on avait une absence de communication avec le terrain. Donc avec ceux qui utilisent les documents et ceux qui nous les transmettent. Donc quelques leviers d'action qui ont été mis en avant. Déjà pour retourner la situation et redresser cette situation-là. Donc déjà, on a commencé à se définir des objectifs de sprint qui étaient smart. Ça paraît simple comme ça, mais quand ça n'existe pas, on peut partir sur un backlog de sprint qui ne répond pas à un besoin très concret. Et ça ne permet pas de répondre à des décisions. Je n'avais pas affiché, pardon. Voilà. Donc déjà, là, on a pu s'aligner entre le delivery et les objectifs de l'entreprise. Et également, on a développé aussi une culture auprès des développeurs pour qu'eux aussi nous proposent des solutions qui sont encore plus pertinentes. Un objectif business, ok, mais la solution qu'on a aujourd'hui, la conception qu'on fait aujourd'hui n'y répond pas. Voilà. Ensuite, ce qu'on se met à faire, donc, c'est la mise en place de plusieurs pratiques de mesure pour constater l'état de notre produit aujourd'hui, mais aussi de constater l'impact qu'il y a eu après une mise en production. Donc j'ai appris en faisant cette conférence-là la notion de KPI pré et post-mortem qu'on définit avant et qu'on mesure après une mise en production. Également, on utilisait beaucoup la loi de Pareto et les Net Promoter Score pour s'assurer que notre produit évolue bien dans le bon sens. Donc tout ça, ça nous a permis déjà de valider des hypothèses, puisque face à 1% de problèmes, donc autour de 10-20 incidents par jour, il fallait vraiment qu'on réagisse. Donc on a trouvé les problèmes, on a creusé à la racine et on a réussi à valider des hypothèses.
puisque ça fonctionnait. Également, ça a permis aussi de valoriser l'impact du travail de l'équipe produit. Autre bénéfice, on a identifié aussi de nouvelles opportunités. Donc maintenant qu'on peut se dégager des problèmes les plus importants, on va pouvoir s'adresser à d'autres opportunités encore plus importantes. Donc celles qui vont vraiment générer du retour sur investissement. Ensuite, en termes de culture et leadership produit, donc là, on va être sur un autre contexte. Donc une entreprise internationale, on a un objectif stratégique, on est dans le secteur automobile et on est sur une entreprise qui doit être dans le top 3 mondial de ce secteur-là. Elle a un gros retard à rattraper sur ses concurrents en termes d'objets connectés. Donc ces véhicules ne sont pas assez connectés et surtout on n'offre pas le service connecté à l'acheteur, au client. Donc on aura rattrapé ce retard-là, on a une belle roadmap, de beaux objectifs. Au bout d'un an, on fait un bilan, et là, donc le head of product, donc le responsable de cette chaîne produit, tout simplement, donc on était prestataire, il ne veut pas nous payer. Bon, je ne vous expliquerai pas les détails administratifs de pourquoi il ne voulait pas nous payer, mais surtout, il ne voulait pas nous payer parce que ça n'apportait pas de valeur. Voilà, on n'a pas gagné, on n'a rien gagné du tout, donc on n'est pas payé. Ce qui est choquant aussi quand même, c'est qu'au bout d'un an, on a ce retour-là. Pourquoi on en est arrivé là ? Déjà, on avait des équipes produits qui manquaient d'autonomie. On avait un management qui était directif, qui empêchait cette autonomie et cette prise d'initiative. Et tout ça, ça a fait que toutes les équipes produits peu autonomes étaient également avaient peu d'expertise sur leurs propres produits. On ne savait pas vraiment pourquoi on le faisait. On le faisait parce qu'on nous disait de le faire, et on le faisait parce que ceux qui nous disaient de le faire avaient peur de ne pas faire ce que on leur disait de le faire. C'était assez marrant, en vrai. Donc, quelques leviers d'action qu'on a tenté de mettre en œuvre et qu'il faudrait continuer à faire. Déjà, ce qu'on a commencé à faire, c'est une prise de contact utilisateur, déjà pour légitimer les product managers des différentes équipes et des différents produits. Ça a permis déjà de légitimer son action en remontant des problèmes du terrain. Donc c'est ça vraiment qui intéresse cette entreprise-là. Ensuite, on a mis en place l'utilisation du MVP, donc du Minimum Viable Product. Donc on s'est mis à faire pas mal de story mapping pour cadrer une fonctionnalité, répondre à un besoin ou un problème et définir le MVP. Puisque là, on était sur des budgets assez contraints et donc ça nous a permis assez rapidement de définir quelles étaient les fonctionnalités essentielles pour atteindre mon objectif business. Donc là aussi, on a eu pas mal de bons retours, puisqu'assez rapidement, on est tombé sur des retours sur investissement très pertinents. Donc là, on est vraiment sur le retour sur investissement avec des contrats gagnés avec des clients, des machines qui sont vendues, d'autres abonnements aux objets connectés. Ensuite, on s'est beaucoup inspiré de la philosophie un peu de Marty Kagan, no roadmap, only problem. Donc on est passé de la planification de features, donc un peu comme des exécutants, à petit planifier des activités pour atteindre des objectifs. Donc ça aussi, ça a été assez salvateur. On a aussi défini des KPI d'impact. Donc là aussi, ce qu'on voulait faire, on voulait un peu ce que j'expliquais tout à l'heure sur les KPI pré- et post-mortem. On voulait savoir où est-ce qu'on était et surtout, on avait quand même des objectifs qui étaient mesurables. Donc là, on était quand même sur une entreprise commerciale qui souhaite atteindre un objectif chiffré et avec pas mal de taux d'acquisition d'utilisateurs. Et ensuite, je pense que ce qu'il faudrait également évoquer dans cette entreprise-là, c'est les rôles. Il faudrait pouvoir les repenser. Alors, ça reste quand même difficile parce que quand la transformation de venir du haut et que le haut n'est pas encore prêt, ça reste un challenge. Mais nous, ce qu'on voulait développer, c'était une approche orientée terrain pour nos product managers et également qu'ils puissent être encore plus autonomes. Donc c'est pour ça que je les imagine un petit peu comme des CEO, comme des PDG, et qu'ils aient leurs propres produits, en tout cas leur propre responsabilité produit, et qu'ils aient quasiment champ libre sur ce produit-là, ce qui aurait été possible. Ensuite, dernier axe, en termes de processus, là aussi, je pense qu'on a encore pas mal de choses à développer pour accroître notre impact sur notre produit. Imaginez, on est sur une équipe produit, on a peu de pratiques d'exploration, c'est très aléatoire.
on les sacrifie beaucoup à cause de l'urgence. On observe l'état de notre produit en réactif uniquement lorsqu'il y a un problème et on ne s'intéresse pas à les prédire ou en tout cas à identifier les problèmes du futur. Et également, on a très peu de synergie entre les objectifs business, les objectifs de l'entreprise et l'impact que ça peut avoir pour l'utilisateur, les problèmes que l'utilisateur peut avoir aujourd'hui. Pourquoi on en était là? Des équipes qui étaient sous pression, l'amélioration continue dans ce contexte-là est silotée, bien qu'on était dans un modèle safe, donc avec des trains, ces trains-là n'étaient pas faits pour faire interagir les équipes qui étaient vraiment dépendantes. On était sur une hiérarchie, enfin une répartition des équipes hiérarchique et non liée au flux de valeur. Donc ça, je vous le dis de suite, ça on n'a pas pu y répondre de manière très efficace. Et ensuite, on était dans des postures d'exécution. On obéissait. Les différents leviers d'action, déjà qu'on a pu évoquer. Donc les responsabilités au niveau du produit. On a commencé à s'ouvrir un réseau dans l'entreprise, des différentes expertises qui peuvent nous aider à avoir plus d'impact. Donc prendre contact, ne serait-ce qu'avec l'équipe design de l'entreprise, mais aussi avec les ops pour nous aider à avoir une meilleure observabilité et avoir de meilleures pratiques pour concevoir la réponse à nos problèmes. On a mis en place aussi des processus de surveillance en production. Là aussi pour surveiller ce qui se passe, voir les problématiques qu'on peut rencontrer et être plus proactif. Pour prendre des décisions, on peut même stopper une feature, le temps de répondre à un problème. Également, on a mis en place des pratiques d'exploration des usages. Donc ça aussi c'est assez important, donc en plus d'observer ce que le produit vit dans le bac, donc en dehors de ce que l'utilisateur peut faire, il faut aussi qu'on s'intéresse aux impacts qu'il peut y avoir pour l'utilisateur. Donc à chaque fois qu'on doit développer une fonctionnalité, on peut avoir plusieurs approches, des entretiens utilisateurs, des focus group, ou qu'on mène avec nos équipes du studio. Donc voilà, donc on est passé d'une certaine absence de processus, ou en tout cas des processus qui étaient souvent dérogés sur l'autel de l'urgence, à peu des process qui sont définis. Et petit à petit, on va développer tout ça. Donc voilà, donc c'était 5 axes donc pour développer notre capacité à créer de la valeur, donc de la valeur ajoutée. Développer notre compréhension autour de son produit et de son impact. Développer la co-construction et la collaboration entre les équipes d'un même produit, donc, ou qui peuvent toucher au même produit. Développer nos approches pour mesurer les impacts et les problématiques auxquelles nous devons répondre. Et cultiver cette culture produit et ce leadership produit pour prendre des décisions qui sont orientées vers l'impact qu'on veut apporter. Et enfin, nos processus, donc parce qu'on n'est pas juste des équipes produits qui faisons du développement informatique, nos processus pour qu'on s'intéresse surtout aux problématiques produits dans son ensemble, je disais juste avant. Et les enjeux d'aujourd'hui et de demain auxquels on va répondre, donc je disais en introduction, donc on va avoir à sécuriser certains de nos business models qui vont être plus ou moins impactés dans notre écosystème. Et aussi, on en parlait hier sur l'autoroute en venant ici, on va devoir relocaliser nos technologies digitales, puisqu'aujourd'hui, géopolitiquement, on a aussi ces enjeux-là. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a du travail. Mais l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on va devoir redoubler d'efforts pour développer nos pratiques et avoir un meilleur impact. Donc voilà, donc du coup c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et je vous remercie. Et j'ai besoin d'un feedback et je suis preneur de toutes vos questions. Merci beaucoup. C'était vachement bien, je trouve, comme on peut montrer très pragmatiquement et facilement tout ce qu'on sait faire dans une équipe agile pour améliorer les choses. Et en tant qu'ancienne Scrum Master, ça me plaît. Enfin, moi, j'adore. Vraiment, c'était très très bien. Ça, vraiment. Alors, par contre, la coach numérique responsable, là, oh waouh! Elle n'est pas d'accord. Ah, elle n'est pas d'accord.
J'avais trop envie de rester à ta conf pour te soutenir vu que c'est ta première et tout. Et plus tu parlais, plus j'étais en mode, putain, il est doué, hein. C'est vachement intéressant, hein. Il va vraiment pas caser le climat une seule fois, hein. Pas un mot. Ok. Dans une autre, ça va venir. Ok, voilà. Donc, juste un commentaire, c'est super ce que tu fais. T'as l'air de faire un boulot de dingue, mais alors viens de notre côté, quoi. Parce que je préfère que tu sois de notre côté plutôt que du côté de ceux qui s'en foutent. Voilà. C'était le marque. Ça marche, merci Et si beaucoup. tu veux monter en compétence dessus, genre, contacte-moi, on en parle. Donc, Mais je suis très preneur. ouais, bah, voilà. Et je viens de ce côté-là, donc Bon, bah, voilà, trop je m'en chouette. fous pas. Merci beaucoup. Et super boulot. Vraiment très très bien. Super bonne conf. Merci beaucoup. Déjà, merci pour la présentation, c'est vraiment super intéressant. Je me posais une question, le head of product qui voulait pas vous payer, est-ce qu'après certaines mises en place, il a changé d'avis ou pas? En vrai, il a payé. En fait, c'est vrai que je l'ai pas précisé. On a mis en place la notion d'un MVP sur une partie du périmètre. C'est la seule partie qu'on a réussi à se faire payer. Donc j'étais assez content. Bravo quand même. Donc, j'étais content. Et en vrai, en fait, il y avait un problème contractuel. Donc, on était parti sur des engagements oraux et avec du travail très longtemps. Ça marche pas comme ça. Mais là où je suis plutôt satisfait, c'est que malgré cela, le constat de la valeur que ça a apporté, du gain que ça a apporté, en fait, c'était évident. C'était évident. On ne pouvait pas passer à côté de ça. Oui, et du coup, pour appuyer là-dessus, hein, c'est que quand on arrive comme ça face à une équipe où il n'y a rien qui existe, c'est-à-dire qu'il y a tout à construire, le truc qu'on se retrouve, c'est que souvent, on va nous demander d'avoir des KPI, etc. Mais en fait, quand on part de zéro, enfin, on peut pas comparer carrément, à part dire, ben, avant, ça n'existait pas. Donc, du coup, pour dire, mais quelles sont les améliorations qui peuvent, les changements qu'il y a eu, c'est très difficile à défendre face aux clients, etc. C'est par rapport à ça, justement, est-ce que du coup, oui, vous avez revu un peu votre contrat derrière, mais comment est-ce que vous avez réussi à faire comprendre aussi aux clients que il y a des choses en fait qu'on met en place, mais les résultats ne sont pas immédiats parce que c'est quelque chose, c'est sur le long terme en fait que ça va venir. Alors, déjà, c'est pas forcément que sur le long terme, hein. Des fois, on peut vraiment développer des fonctions qui ont un impact assez immédiat. Euh, Ensuite, quand on part de zéro, même si on n'a pas de KPI, on a moins une problématique qu'on veut adresser. Et en général, cette problématique-là, on est toujours capable, enfin, si on parle de KPI, moi je raisonne chiffres, il y a toujours un chiffre qu'on peut poser. Par exemple, je n'ai 0 client aujourd'hui sur cette offre de service. Cette offre de service n'existe pas. Je commence de zéro. Je veux développer cette offre de service. Et là, donc, avec les différents responsables de cette offre de service-là, donc, ils vont la développer et on va travailler ensemble pour la mettre en œuvre de manière digitale. Là, ensuite, après chaque évolution de nos fonctionnalités, on va pouvoir constater qu'est-ce que ça a apporté. Alors ça implique, parce que c'est quand même un biais qu'on peut avoir. Moi, je travaille quasiment que en société de prestation. On n'a pas forcément le réflexe de s'intéresser auprès de nos clients et sur les résultats chiffrés économiques de ce qu'ils veulent. Et ça, je pense que c'est vachement intéressant. Et en plus de ça, on trouve beaucoup de clients qui sont très contents qu'on leur pose la question. Tout à fait. Parce que dans la conf que je donnais, je parlais justement d'esprit critique et de démarche pragmatique. Et je pense qu'une des solutions pour dire que non, Agile is not dead, en fait, c'est justement de pouvoir prouver efficacement. Et en tant que Scrum Master, moi, je cherchais beaucoup de KPI, mais des KPI réfléchis, pas des KPI autoritaires et c'est toi le méchant et tout ça, mais des trucs qui te permettent de dire, ok, bah, grâce à ça, il y a eu ça. Et c'est pas contournable, en fait, le fait d'avoir cette data. Et je trouve que c'est vachement bien de pousser ça, en fait. Les chiffres, c'est hyper important. Faut leur demander, faut les surveiller, ouais. Yes. Merci, c'est très bien, c'était très pragmatique, j'aime bien ça. Enfin, qui sont un peu liés. Là, dans les exemples, on voit qu'à chaque fois, il y avait un problème finalement, et du coup, il y a eu des changements pour essayer d'apporter des solutions. La première question, c'est, on est bien d'accord qu'il n'y a pas que quand il y a des problèmes qu'on essaye d'appliquer des pratiques. La deuxième question, c'est du coup,
au-delà, est-ce que dans tous ces cas-là, les gens ont fini par se rendre compte que finalement ils ont vraiment eu besoin de changer, que ce changement était utile? Est-ce qu'ils ont fait ce retour sur eux-mêmes plus tard? Alors, tu peux me rappeler la première question? La première question, c'est on est d'accord qu'on n'a pas besoin d'avoir un problème Oui, pour essayer voilà. d'appliquer. Oui, on n'a pas besoin d'avoir un problème pour apporter des solutions. Quand je parle de problème, je parle plutôt d'une problématique à laquelle on va apporter une solution, en laquelle on va résoudre. Donc ça ne veut pas dire que les choses vont mal. Donc c'est aussi des opportunités. Un problème pour moi c'est aussi une opportunité, je le vois aussi comme ça. Ou une hypothèse. Et donc pour la deuxième question, c'est assez intéressant cette remarque. Donc en fonction du contexte, on arrive à maintenir les pratiques. Le plus simple, c'est de faire partie des pratiquants. Voilà. Donc moi je suis plutôt bien placé en tant que product owner, je suis pas censé partir. Voilà. Donc je peux maintenir les pratiques et encore plus quand on est dans une équipe où on est assez aligné en fait sur ces valeurs-là. En revanche, ce qui peut être constaté, c'est que une fois qu'on ne, en fait, on peut revenir à l'initial. Je sais qu'il y a une notion biologique qui explique ça, où un organisme, quand il se développe, il revient à son état initial. Je sais plus ce que c'est. Je ne sais plus quel terme. Tu le sais, vas-y, je te le donne. C'est le principe d'homéostasie en systémique. Merci beaucoup, c'était ça que je voulais. Voilà. Et donc, effectivement, des fois, on peut se retrouver en état initial. Et là, le changement, il aura pu être bénéfique sur un instant donné, mais malheureusement pas à long terme. Et du coup, ça veut dire qu'ils se sont pas rendus compte de l'intérêt du changement, s'ils n'ont pas adhéré. C'est possible. Mais effectivement, oui, on a des cas comme ça, oui, où le changement est difficile à apporter. Après. En fait, l'hypothèse que j'ai, parce que je le rencontre aussi souvent cette question-là de du coup, est-ce qu'ils se sont rendus compte alors que ça va mieux? En fait, en systémique et le principe d'homéostasie, c'est que du coup, on essaye de revenir à la norme initiale pour retrouver un état d'équilibre. En fait, il faut que la personne elle ait plus envie de revenir à cet état d'équilibre. Et pour que quelqu'un ait plus envie de revenir à un état d'équilibre, ça veut dire qu'il faut que ça lui ait posé suffisamment de problèmes à lui en tant que personne et pas seulement à l'équipe. Et donc, en fait, pour moi, la question d'inclure justement les gens qui prennent des décisions avec l'équipe, c'est de faire en sorte que ça soit ce qu'on appelle une préoccupation partagée. Et en fait, si ça a été une préoccupation partagée et que ça t'a vraiment posé problème à toi en tant que décideur, alors dans ce cas-là, tu vas faire en sorte que ça se pérennise. Si finalement c'est arrivé loin de toi, que ça t'a pas posé problème et que juste t'as pu constater, tu vas pas faire en sorte que ça reste dans le temps parce que ta norme elle a pas changé. Donc je trouve ça vachement important cette notion de préoccupation partagée justement pour que ça se pérennise dans le temps. Moi, j'avais une question par rapport à un point particulier que vous avez soulevé, une problématique sur la posture d'exécution. En particulier dans un contexte safe, comment sortir de cette posture? C'est une très vaste question. Je dirais que, alors, dans un contexte safe, alors j'ai pas l'expertise, mais je connais quand même un peu, je connais pas mal les trains safe. Ça va dépendre de comment va se construire le train. Je pense que si tu construis ton train safe ou même tes trains safe, tes modèles safe de manière descendante, donc top-down, on va se retrouver plus facilement dans des postures d'exécution. Moi, ce que j'essaye de faire, que ce soit safe ou pas d'ailleurs, moi j'arrive dans une équipe produit, on fait tout ce qui est nécessaire. Ce que j'essaye de faire, c'est justement que tous les membres de l'équipe aient une responsabilité pour atteindre les objectifs de l'entreprise à travers le produit. Et en général, ça marche très bien. Alors c'est vrai que on n'a pas tous la même appétence à prendre des initiatives, prendre des responsabilités, mais en tout cas, ça revient toujours à un moment donné pour apporter cet impact qu'on doit avoir. Donc je dirais que dans le safe, on peut très bien avoir des trains qui se forment avec une approche top-down, mais aussi on peut très bien avoir des équipes
à tout niveau, qui ont une belle initiative et prennent des responsabilités pour atteindre les objectifs. Au quotidien, c'est ce que je constate. Mais c'est vrai que il y a toujours aussi, vu qu'on est nombreux, hein, dans un train safe par exemple, il y a toujours, on est 100, des fois 150. Donc on a toujours des personnes qui veulent qu'on obéisse aux ordres, quelque part. C'est peut-être fini sinon. Bon, merci à tous pour vos questions.